Tshisekedi veut convoquer les dialogues parce qu'il connaît la réalité actuelle et il sait que les gens le lui ont demandé. Parce que le pays est bloqué. La société est grippée. C'est difficile de continuer ainsi. Tshisekedi n'a pas d'alliés. Il n'a pas d'alliés. Les États-Unis? Ce n'est pas un allié de Tshisekedi. Ce n'est pas un allié de Tshisekedi, c'est un partenaire économique de l'État. Notre ami du Congo d'en face? Non, le Congo-Brazza n'est pas allié à Tshisekedi. Le Congo-Brazza protège ses intérêts parce que s'il y a crépitement de balles ici, il y aura des retombées là-bas. Il a créé de problèmes à tout le monde. Il a besoin d'avoir un cahier de charges, ce qui pourra éventuellement l'aider à négocier. Lui, il amène la Constitution. Vous amenez vos intérêts pour accéder au poste. D'autres vont amener pour revenir au pays. D'autres encore pour avoir des élections. Qui tombe dans le piège de l'autre? Entre la C64 et le Tshisekedi, qui est le plus cohérent? Personne n'est cohérent. Non, par rapport à l'agenda politique. Personne. Si je ne peux pas changer la Constitution, alors garantissez-moi au moins le glissement. Ceux qui le poussent à aller au dialogue, eux aussi ont besoin du glissement. Les gens ne sont pas sincères. Tels que nous sommes là. Si on demandait aujourd'hui à une frange de l'opposition d'aller au dialogue, d'avoir le poste, si on leur demandait d'organiser les élections en 2028, l'essentiel d'entre eux ne vont pas accepter. Non, je n'ai rien à foutre de son avis. Moi, je vous parle de la norme. S'il viole la norme, on va s'élever, on va lui rappeler la norme. C'est clair. Il est au cœur de l'actualité. Que dis-je? Il fait l'actualité au point de susciter l'adhésion et la défection. Malgré les critiques qui le suivent en ce moment de la part de ses ex-compères de C64, il continue d'imposer les débats, de mener la danse et de jouer à la flûte au tempo qu'il maîtrise le mieux. Il sera à l'honneur, il sera soumis aux quelques questions que nous allons lui poser dans cet entretien, sans montage, sans filtre, sans tabou. Toutes les vérités qui n'ont pas été dites jusque-là seront en tout cas dévoilées avec ce grand acteur de la vie politique en République démocratique du Congo qui n'est plus à présenter, l'immense, le géant, l'incontournable Alain Bolo Djoaïbola, président national du parti politique Libat, bâtissons et lèvons-nous, parti agréé et reconnu par le ministère de l'Intérieur. Nous allons y revenir avec beaucoup plus de détails. Il fait l'amitié de répondre à notre invitation. Il a décidé de lâcher sa voix. Alain Bolo Djoa, soyez les bienvenus. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. C'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. Pour la deuxième fois, je dois le rappeler. Un plaisir partagé en tout cas. Alain Bolo Djoa, au cœur de l'actualité, qu'est-ce que ça vous fait? Ça m'encourage, ça me déçoit et ça me pousse à désirer mieux. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas une finalité en soi. Ce sont des circonstances, ce sont des réalités. On s'était préparé à tout ça. Et ce qui est important, c'est de voir ce qui n'a pas bien marché, de réajuster les tirs, de désirer l'excellence et de continuer le combat. Quel est votre plus grand credo en vous engageant en politique? Les changements, un changement radical, le mieux-être, la réduction sensible de la pauvreté, créer de l'espoir et faire de ces pays un grand Congo au cœur de l'Afrique. C'est possible qu'on y arrive dès lors qu'il n'existe pas presque d'école politique en RDC. Est-ce qu'il existe des écoles politiques? Ça viendra, ça va exister. Parce qu'en réalité, ce sont là où c'est ça en fait la mission confiée aux partis politiques. Et fort malheureusement, on ne fait pas assez. C'est vrai que l'essentiel de ceux qui font la politique prétendent sortir d'une école. Mais on n'apprend pas dans nos partis comment gérer. On apprend dans nos partis comment mobiliser, comment insulter, comment passer aux médias. Mais rares sont les partis qui forment des gens pour devenir des grands cadres, des grands responsables, des hommes d'État, des gens capables de traiter les dossiers. Ce qui fait que, je ne dirais pas des charlatans, mais je vois, il y a une catégorie des gens qui sont en train d'émerger.
sans adresse scientifique, sans approche, sans philosophie, sans idéologie, sans doctrine. Et ça fait qu'aujourd'hui, les partis politiques ne nous servent qu'à nous livrer des spectacles désolants, des débats stériles, qui n'ont aucune incidence ni sur eux-mêmes, ni sur la fonctionnalité de l'État. Donc vous voulez dire que l'on assiste là à un échec collectif des partis politiques en RDC? Fort malheureusement. Et comment reconnaître que là on est en face d'une véritable école politique? Bon, déjà, dans la définition usuelle, les partis politiques sont des organisations, des associations sans but lucratif qui visent à accéder au pouvoir. En visant à accéder au pouvoir, on est supposé avoir une approche de gouvernance. En visant à accéder au pouvoir, on doit certainement avoir une idéologie, une doctrine, un programme de gouvernance. Ce que je pourrais appeler un manifeste de gouvernance. Et cela fait une projection d'ici 2030, 2050, 2100. Mais si vous trouvez dans un parti, on parle de moins en moins de ces questions et qu'on se focalise essentiellement sur la conjoncture politique, ça prouve à suffisance que ce parti-là n'est pas digne de confiance. Ouais. Et c'est ce que la société veut nous imposer. On veut que nous allions plutôt dans le débat stérile, dans des débats de faits conjoncturels, dans des débats polémiques, au lieu d'aller dans des questions, sur des questions essentielles qui touchent à la fonctionnalité de l'État. Oui, en vous invitant, c'est parce que nous voulons bien comprendre la trajectoire que prend le pays. Ici, nous ne dérogeons pas à un principe qui est simple, c'est que comprendre vaut mieux que faire taire. Exact. Nous vous appelons pour vous entendre, non pas pour vous juger, comprendre vos motivations, votre ambition, votre conviction, c'est très important en vous engageant en politique. Et avec vous, nous allons décortiquer l'actu en RDC, parler du dialogue qui profile à l'horizon avec l'adresse à la nation du président Félix Tshisekedi dans le tout prochain jour pour fixer les contours du dit dialogue. Il a dit depuis le Gabon où il séjourne en ce moment. Et on parlera aussi de la stratégie à mettre en place pour contourner le projet de changement de constitution auquel le pouvoir ne semble toujours pas renoncer. On revient avec beaucoup plus de détails tout juste après ceci. Alain Bolodjoa Ibola, comment se porte le pays? Le pays se porte mal, quand même que les dirigeants se portent assez bien en termes de conditions de vie, en termes de l'opulence, parce que l'essentiel de ceux qui vous dirigent ils vivent dans le snobisme, ils vivent dans le luxe, ils veulent apparaître au lieu d'être. Pour bien analyser l'État, ou sinon le pays, il faudrait prendre les composantes essentielles de son existence. Lorsqu'on parle pays, on fait allusion à l'État. Et lorsqu'on parle de l'État, on fait allusion à une population, on fait allusion au territoire, on fait allusion à l'organisation politique et on fait allusion à la souveraineté. Sur les 4 composantes de l'État, vous allez vous rendre compte que rien ne va. On n'a plus le contrôle de 2 345 409 km². Il y a une frange de la population qui vit sous l'influence d'une force non étatique. L'administration ne fonctionnant pas normalement, il y a des chevauchements dans les actions et cela justifie l'inefficacité de l'action publique. Les institutions sont animées par des personnes qui sont aux antipodes de textes et de la norme niveau national. La communauté internationale dont nous faisons partie se permet de marcher sur certains de nos droits et nous-mêmes, nous sommes allés vers certains États pour nous aliéner volontairement, ce qui sous-entend qu'il y a un problème en termes de souveraineté,
il y a un problème en termes d'organisation politique, il y a un problème en termes de la population parce qu'elle n'est pas unie, il y a un problème en termes des territoires, donc l'État va mal. Et comme l'État va mal, naturellement, le pays va mal. Mais d'où vient le problème? Le problème commence au niveau de ceux qui prétendent être dirigeants. Ils ont pris des actes, ils ont posé des actes, ils ont pris des positions qui ont mis en mal l'essentiel de composants de l'État. Aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement systémique. Et ces dysfonctionnements systémiques, c'est récent dans tous les aspects de la vie nationale. Voyez-vous, aujourd'hui, cherchant à consolider le pouvoir, ils ont créé la division. La question du tribalisme s'est posant avec acuité. Ça fait que la population est divisée. Au lieu d'investir dans la création de l'État-nation comme le veut les BAT, aujourd'hui, les gens préfèrent investir dans la capacité à se maintenir au pouvoir. Ça crée des dissensions, ça crée des divisions. N'est-ce pas légitime? C'est pas légitime parce que la priorité pour toute action gouvernementale, c'est d'abord veiller sur l'existence de l'État. Or, la sensibilité des questions que nous soulevons mettent plutôt en mal. Parce que les hommes passeront. Les institutions doivent rester. Les principes fondamentaux de l'État doivent demeurer. Les limites du pouvoir doivent être consacrées et maintenues. Le mode d'évolution du pouvoir, la manière de prendre des décisions doivent aller au-delà du temps. Ce qui est surprenant aujourd'hui, nous sommes en train de susciter un débat sur l'éventualité du changement de la Constitution afin de conformiser la Constitution au saut d'humeur d'un individu. C'est-à-dire que ça devient un débat séculier. Nous l'avons connu dans le passé. Nous avons cherché à les résoudre. Ça ressurgit, ça va continuer et ça va constituer un point d'échauffement pour la fonctionnalité. Est-ce que le problème, ce n'est pas le test qui encadre l'État, l'État actuel, je parle de la 4e République. La faiblesse n'est-elle pas textuelle? Ça handicape le fonctionnement harmonieux de nos institutions, ou le problème, c'est au-delà de cet état de choses et que ce sont les animateurs qui constituent un frein, un blocage à notre développement? Non, mais justement parce que l'État a déraillé il y a bien longtemps. Je crois que c'était le 10 janvier 2019. C'est pendant cette période-là que l'État a effectivement déraillé. Mais bien avant cette date, l'État s'est porté bien. Bien avant cette date, l'État s'est reconstitué. Parce que nous avons initié une série de réformes justement pour redonner ou requinquer l'État. Il vous souviendra, avant l'avènement de cette constitution, il y avait effectivement un problème d'illégitimité et des animateurs et des institutions. Il y avait un dysfonctionnement systémique de l'administration publique. Cela faisait que l'État ne pouvait pas bien vivre. Et cela a justifié, dans une large mesure, le fractionnement d'influence dans l'État. Il y a eu plusieurs composites qui ont constitué l'État. Vous avez d'un côté le RCD, le RCD-KML, RCDN, MLC, Maïmaï, bref, il y avait plusieurs composantes qui étaient des sources d'impulsion et de décisions. Il fallait maintenant reconfigurer l'État et reconstituer l'État. Nous avons eu plusieurs dialogues et nous sommes arrivés à avoir un pacte social. Ce pacte social a permis à la République d'avoir une constitution. Et cette constitution a régenté l'État. C'est vrai qu'il y avait des situations de crise, mais personne n'a contesté la légitimité de la Constitution. Et pourtant, aujourd'hui, les gens contestent la légitimité des institutions. Et ceux qui contestent la légitimité des institutions prétendent être légitimes du fait d'avoir été élus sur pied d'une loi qui a tiré substance de la même Constitution. Vous comprenez qu'il y a une sorte d'ambivalence dans leur démarche. Et c'est là met en mal la fibre sociale. Il y a surchauffe au niveau de la scène politique. Il y a surchauffe au niveau de l'organisation sociale. Et cela a une incidence directe sur la structure économique et même sur les régimes politiques. Parce que c'est lui qui conteste la légitimité de la Constitution. Peut-être qu'il le fait
sans maîtriser les contours. Mais il est en train de scier l'arbre sur lequel il est assis. Parce que si la Constitution est illégitime, toute autre chose restant inchangée, le pouvoir doit être illégitime. Quelle différence faites-vous entre le régime et l'ordre constitutionnel? Bon, le régime, c'est là où on organise le pouvoir dans l'État. Les régimes, c'est comment la répartition du pouvoir est établie, le fractionnement de compétences, la limitation du pouvoir dans l'État, alors que l'ordre constitutionnel, c'est comment le pouvoir est organisé et comment l'État fonctionne. C'est-à-dire que l'ordre constitutionnel est plus globalisant que le régime constitutionnel ou les régimes politiques. Et qu'est-ce qui est plus dangereux aujourd'hui? Ce serait de s'attaquer au régime ou à l'ordre constitutionnel? Les deux. Parce que si on touche au régime constitutionnel, ça va naturellement désarticuler l'ordre constitutionnel. Parce que la Constitution actuelle a eu à réfléchir au-delà de ce qu'on vous dit. La Constitution actuelle a réconcilié le passé et l'avenir. C'est que l'essentiel de Constitution que nous avons connu n'ont pas pu faire. C'est vrai que la Constitution, le projet de la Constitution de 1992 a tenu compte du passé, mais cette fois-ci, la Constitution actuelle a donné plus de tonus dans la fonctionnalité de l'État en réconciliant, en créant ce que je pourrais appeler une dualité du pouvoir. N'est-elle pas rigide? Non, mais bien évidemment, mais voilà pourquoi il y a certains éléments qui ne peuvent pas être révisés, il y a d'autres qui peuvent l'être facilement. Mais savez-vous au moins que la Constitution actuelle que nous sommes en train d'appliquer a réconcilié le pouvoir traditionnel au pouvoir moderne? Dans notre Constitution, on reconnaît le pouvoir ancestral, on reconnaît le pouvoir traditionnel, c'est-à-dire qu'on a réconcilié les passés et les présents. Et dans cette Constitution, on a imprimé le régionalisme constitutionnel. C'est-à-dire qu'on a reconnu un certain nombre de compétences aux entités territoriales décentralisées qui, à un certain moment, étaient des entités administratives. Administratives tout simplement. Mais aujourd'hui, ce sont des entités politico-administratives qui ont le pouvoir de prendre certaines initiatives en vue de servir de ce que nous pourrons appeler le centre d'impulsion au développement. On a réconcilié les unitaristes et les fédéralistes. Donc, la Constitution aujourd'hui a permis à l'État d'avoir une forme hybride par rapport à son histoire et par rapport à son devenir. Justement, c'est cette forme hybride qui dérange les tenants du changement de constitution. Vous avez tantôt parlé de réformes qui ont été initiées sous l'ère Kabila. Mais ces réformes-là, avouons-le, elles n'ont pas été complètes. Bien alors, évidemment. Pourquoi ne pas continuer avec ces réformes-là? Dans ce processus-là, il y a la question relative au changement des constitutions qui s'invite. Quelle est votre lecture et pourquoi êtes-vous contre ce projet? Non, mais justement parce que c'est inconstitutionnel et anticonstitutionnel. Tout ce qui est inconstitutionnel et anticonstitutionnel marche sur la volonté de la population. N'oublions pas que la Constitution, c'est un pacte social. Et n'oublions pas que la Constitution, en réalité, c'est la volonté cristallisée du peuple. N'oublions pas que cette Constitution, c'est une Constitution référendaire. Les systèmes hybrides que nous avons adoptés permettent de nous réconcilier entre nous. Parce que si vous prenez, par exemple, en termes de forme républicaine, voyez-vous, c'est ce qui est interdit des révisions. On n'a pas interdit la forme, les changements de la forme républicaine pour rien. Non, on a interdit justement parce que ça a un sens. Nous avons été pendant plusieurs siècles de composites, ce qu'on appelait à l'époque le peuplade des indigènes. Dans ces peuplades, il y a des zones qui étaient constituées des empires, de royaumes. Voyez-vous? Mais chez moi, par exemple, il n'y a jamais d'empire, il n'y a jamais de royaume. Chez nous, il y avait des chefferies, il y avait des chefs. Le chef n'avait pas l'absoluté du pouvoir. Alors que si vous allez par exemple au Kasaï, il y a l'empire Kuba. C'est-à-dire qu'il y avait une famille régnante qui imposait sa volonté.
En nous mettant ensemble, on ne peut pas être un royaume. Voyez-vous, on ne peut pas être une monarchie. Parce que nous n'avons pas la même fibre historique. On n'a pas la même réalité. Le comportement d'un Mongo est différent du comportement d'un Luba. Les Luba, dans leur histoire, ils ont été, je dirais, assujettis par un individu. Alors que chez nous, la gouvernance était tout autre. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes approches. Comme nous sommes mis ensemble, ce qui peut faire en sorte que nous restions ensemble, ce n'est pas une monarchie, mais plutôt une république. Voyez-vous, dans une république, l'avantage, c'est que le mode d'évolution reste les élections. C'est lui qui arrive à convaincre l'essentiel des Congolais dans la légitimité rationnelle et proclamé président. C'est-à-dire qu'il a l'autorité sur tout le monde. Même nous qui n'avons jamais accepté la monarchie, même ceux qui étaient dans un contexte monarchique, peuvent se retrouver dans la République. Là, vous êtes dans la norme. Non, mais effectivement, mais c'est ce qui a justifié. Par la même norme qu'on arrive à modifier nos tests. Non, mais bien, en quoi ça vous enquiquine? Non, c'est permis de modifier les tests. Oui, les quand je parle de la modification, je parle de la modification complète. Non, mais la modification complète, pourquoi? Parce que la Constitution actuelle a prévu de réajustement. Mais on ne peut pas changer, on ne peut pas basculer d'une république à une monarchie. Je vous l'ai démontré. Deuxième élément. Dans cette Constitution, on dit il faudrait que l'on tienne compte de la sensibilité sociologique et anthropologique. C'est-à-dire, comme l'État est encore fragile, tenons compte de la représentativité, pas des tribus, mais des provinces. En ces moments-là, on consolide davantage l'unité nationale. C'est-à-dire qu'on a des gens qui proviennent de toutes les zones, pas en termes de zones linguistiques, mais au moins en termes de provinces. Tenons compte de la représentativité des provinces. Parce que tant que nous n'arriverons pas à avoir l'État-nation, il faudrait tenir compte de la sensibilité tribale du comportement de l'homme congolais. Si vous avez un gouvernement de 54 personnes constitué essentiellement de Luba, sachez-le très bien, aucune tribu ne va l'accepter. Mais s'il y a une représentation de province, eh bien les gens diront, voilà, notre province est au moins représentée. Ils vont considérer ce gouvernement comme les leurs. Donc, naturellement, c'est une dimension anthropologique, une dimension sociologique qu'il faut prendre en compte. Et la Constitution dit, sur cette question-là, je m'impose. Vous devez tenir compte de cette réalité. On dit, on ne peut pas avoir un parti et une tendance monopolistique de la politique. Il faudrait qu'il y ait pluralité. On ne peut pas avoir un seul parti. Mais on peut en avoir 2, 3, 4, 5. Ça dépendra de la conjoncture et de besoins politiques. Mais ces partis peuvent être plusieurs. Mais ils peuvent se regrouper. C'est ce que la Constitution veut. Reconnaître à tout le monde le droit de créer les partis. Parce que si nous étions dans la logique du monopartisme, le MPR allait exister et allait être les seuls partis. Non. Permettons aux autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette ouverture, on a vu maintenant les conséquences. Quelles en sont les conséquences d'après vous? Cette la naissance ou ces partis politiques qui naissent comme des champignons. Et alors? Pour des partis de plus, mais sans jamais venir pour apporter un plus. Non, mais effectivement, mais la sélection naturelle va se faire. C'est pendant les élections qu'on saura quels sont les partis qui doivent continuer ou pas. Mais entre-temps, la loi ne devrait-elle pas encadrer tout ça? Non, mais la loi, ce n'est pas la Constitution. La Constitution pose les principes du pluralisme. C'est la loi maintenant qui va encadrer. Parce qu'elle ne demandait pas à la Constitution. La loi découle de la Constitution. Non, mais effectivement, mais l'encadrement des partis politiques n'est pas anticonstitutionnel. La Constitution fixe le principe du pluralisme politique. C'est la loi maintenant qui crée les restrictions. Voyez-vous, dans la loi, c'est prévu pour créer un parti, il faudrait avoir la représentation de 26 provinces. Il faudrait que dans chacune des provinces, qu'il y ait au moins un représentant. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour laquelle nullement nous pourrions réfléchir au changement de cette Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, sauf peut-être si nous mettons et les raisons avancées jusque-là ne semblent pas vous émouvoir. Pardon?
les raisons avancées jusque-là. Non, mais je n'en veux pas. Ne semble pas vous émouvoir. Attendez. Je vous parle de pluralisme politique et syndical. C'est dans la Constitution. Ce sont des matières à ne pas réviser. Je vous parle aussi de les compétences de province. Parce que quand je vois les gens dire on doit réduire les compétences de province, c'est-à-dire que pour que nous soyons dans un contexte de concentration du pouvoir, ça a échoué pendant des années, près de 32 ans. La concentration du pouvoir n'est pas une bonne chose. Dans tous les États du monde, tous sans exception, ils prônent pour la décentralisation ou sinon pour le fédéralisme. La décentralisation, c'est la meilleure approche pour gérer une entité composite comme... Ce sont des articles verrouillés dans cette Constitution. Ce sont des matières qui ne sont pas... Ne peuvent pas-ils être déverrouillés? Non, mais déverrouillés... Il n'y a aucun mécanisme possible pour les déverrouiller. Même s'il y avait des mécanismes, pourquoi voulez-vous quitter le régionalisme? Pourquoi? Donnez-nous les avis techniques. Pourquoi devons-nous quitter le régionalisme? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison. Les libertés individuelles et collectives, doit-on revoir ça? Non. C'est-à-dire que les matières à ne pas toucher, ce sont des matières qui donnent le statut même de la philosophie politique de l'État. Alors pourquoi voulez-vous les changer? Mais l'article 220 ne parle pas que de la forme républicaine, mais aussi du nombre et de la durée des mandats. Oui. Et si on y touchait... Non, mais toucher pourquoi? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des gens qui vont s'éterniser au pouvoir? Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler, non, ça ce sont des faits historiques. En modifiant ou en changeant, l'idée première n'est pas celle de passer de 5 ans à 7 ans. On peut réfléchir ou même ramener à 4 ans. Non, mais pourquoi cette réforme vous ferez mal? Non, mais attendez, je tiens à vous dire que nous autres, nous avons défendu l'idée du septennat. À l'époque où vous... Non, nous avons réfléchi. Vous jouez encore à la flûte pour Kabila. Non, non. Quand vous disiez être joséphiste. Non, non, je n'ai jamais dit pendant que j'étais avec Kabila. Je l'ai dit pendant que j'ai pensé avoir bien réfléchi. On peut fixer à 7 ans. Voyez-vous? On peut fixer un mandat à 7 ans. Ma condition de veiller sur la qualité des élections. Parce que, qui vous dit que la Constitution veut que tous les présidents fassent 2 mandats? C'est pas le désir de la Constitution. La Constitution ou le Constitution voulait assez que le mode d'évolution du pouvoir soit les élections. Et il faudrait que ces élections soient des élections de qualité. Celui qui accède à la fonction pour 5 ans, s'il agit bien, il peut éventuellement convaincre la population à lui ajouter 5 ans de plus. Ça fait 10 ans. C'est-à-dire qu'on conditionne la prorogation de la présence ou du mandat par rapport à la qualité de la gouvernance. Celui qui agit bien dans l'État peut bénéficier du renouvellement de la confiance de la population. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que les 7 ans est possible à condition d'avoir convaincu l'essentiel de la population. C'est-à-dire, on organise les élections, vous êtes proclamé élu, vous avez 5 ans de mandat, vous exercez la fonction. Si vous arrivez à convaincre la population vous reconduit pour un autre mandat de 5 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans, c'est une programmation. On peut exécuter 2 budgets. Si vous quittez, vous devenez sénateur. C'est-à-dire que vous pouvez être consultant par votre parti. Là, maintenant, on se lance dans les arguments purement politiques. Et non, je parle ici de la technicité. Oui, je ne vous comprends pas bien. Mais parfois, la technicité ou la politique est parfois au-delà de la technique. Fort malheureusement. C'est ça la réalité avec, dans laquelle nous baignons. Mais parlons des arguments politiques. Oui. Le pouvoir tient au changement de la Constitution. Pour cette Constitution, il avance les raisons. On attend tout et beaucoup. Oui. Pour ne pas dire n'importe quoi. Et rien à la fois. Alors, il y a aussi l'opposition qui a toujours été plurielle, qui l'est. Il restera, malgré le semblant d'unité, on a semblé voir autour de la coalition 64. Mais comme on est dans un champ politique, on est sur un terrain politique, il faudrait que vous ayez aussi le moyen
politiques les outils nécessaires pour contrecarrer ces projets. Oui. Alors, Le projet de le, quoi? le pouvoir fonce dans ces projets. Le projet Avec la loi référendaire qui a été renvoyée à l'Assemblée nationale pour sa nouvelle délibération, pour son réexamen. Oui. Aujourd'hui, l'interlocuteur en face, qui pour dire non ou stop à ces projets? Parlant de l'opposition et de la C64 dont vous faisiez partie il y a quelques mois. Oui, je crois que nous sommes foutus. Nous sommes mal barrés. Au lieu de confronter les faits par rapport à la norme, on confronte les faits par rapport à la capacité des autres à vous empêcher de violer la Constitution. C'est ça la société que je n'en veux pas. Voyez-vous? Là, vous êtes dans la rationalité. Non, mais... Non, moi, je suis dans le pragmatisme. Non, mais le pragmatisme, là, c'est un choix. C'est un choix que vous opérez. La société pour laquelle moi je me bats, c'est cette société qui confronte les faits aux normes. Ce n'est pas la société où on confronte le fait par rapport à la force. Prenons l'hypothèse que vous êtes marié, vous avez votre femme, quelqu'un vient dans votre réalisme, dans votre pragmatisme, il viole votre femme. Au lieu qu'il soit jugé du fait d'avoir posé des actes répréhensibles, on vous dit, si vous n'avez pas la capacité de l'amener en justice, taisez-vous. Ça, c'est un choix que vous allez opérer. Pourquoi voulez-vous que l'on applaudisse ceux qui ont l'intention de violer la Constitution? Kabila a promulgué cette Constitution. Il a battu campagne. Pourtant, il a été botté en brèche. Pourquoi Battu en brèche par qui? le non qui disait non à cette Constitution. Et pourquoi? Mais pourtant, la Constitution a été adoptée par référendum populaire. Non, mais effectivement, mais c'est ça. Aujourd'hui, on est presque dans la même réalité. Non, mais le pouvoir va user de tout ce moyen pour imposer ces débats et pour faire accepter le projet qu'il tient. Oui, mais maintenant, à l'époque, le pouvoir aussi, c'était Kabila, n'est-ce pas? Oui. Il avait, il avait le même moyen. Il avait le même moyen, il avait l'argent. Mais il était confronté à quoi? À la norme. Qui a utilisé le moyen inconscitionnel pour faire partie Kabila? On a utilisé le moyen constitutionnel. C'est-à-dire qu'on a confronté... Mais Kabila est sorti par voie des élections. Il n'est pas sorti par voie des armes. Kabila serait parti de son propre chef. Non, Kabila est parti parce que la force de la rue. Non, la rue n'a pas fait partie Suite aux mobilisations de rue de l'IDPS. Non. L'IDPS n'a jamais mobilisé pour faire partie Kabila. L'IDPS travaillait pour Kabila. Comment ça? Ah, mais voilà pourquoi je vous dis, attention à ce que nous disons. La loi s'est imposée, la conscience s'est imposée. Kabila pouvait avoir des prétentions ou des intentions de vouloir se maintenir au pouvoir. Mais on lui a opposé la Constitution. C'est l'article 70 qui a fait partie Kabila. Donc vous pensez que Kabila est parti parce qu'il était légaliste? Non, mais je n'ai rien à foutre. Au respect de la norme. Non, je n'ai rien à foutre de son sans état pression, psychique. sans pousser de fièvre. Non, Kabila ne serait pas parti. On a opposé quoi à Kabila? Le moyen de force. Non, la Constitution, ce n'est pas le moyen de force. Ça, c'était des supports pour faire passer les messages. On a dit à Kabila, la Constitution dit, vous avez un mandat, vous pouvez avoir l'éventualité d'en avoir un autre, mais après ça, vous partez. Parce que personne ne peut exercer 3 mandats consécutifs. Alors pourquoi alors Kabila a tenu à la nécessité absolue de ne pas brûler les pays? Non, mais justement parce que les gens qui le combattaient, qui voulaient, qui respectent la Constitution, étaient déterminés. Mais ce qui est important... Déterminés à quoi faire? C'est déterminés à défendre l'ordre constitutionnel et la Constitution. Jusqu'au sacrifice suprême. En quoi faisant? Non, mais en étant prêt à tout. Prêt à tout, même à prendre des armes. Non, mais si pour défendre la Constitution, on doit être prêt à tout. Non, attendez. C'est lui qui est là, est né d'une femme, n'est-ce pas? Ne me dites pas, ne donnez pas l'impression comme s'il est immortel. Ne donnez pas aussi l'impression comme s'il est le Tout-Puissant. C'est que moi, je voudrais vous dire, dans une société normale et normalisée, on n'a pas besoin d'apprécier l'action ou le comportement de quelqu'un par rapport à la force qu'il a, mais par rapport à la loi. Et c'est ce qui donne même l'essence à l'État. L'État est créé justement pour
ne pas confondre la force physique et la force de la société. Nous avons décidé de créer une réalité abstraite qu'on appelle l'État. Et dans cet État, il y a des normes. Si vous sortez dans la rue maintenant, là, vous conduisez un véhicule sans permis de conduire, on va vous interpeller. On ne va pas vous interpeller parce que vous êtes faible. On va vous interpeller parce que la loi l'exige. Donc hier, vous avez opposé à Kabila la loi. Exact. Et il n'y a que la loi qui a été appliquée. Mais aujourd'hui, parlons de Tshisekedi. Oui. La page Kabila étant tournée. Oui. On semble assister presque à la même réalité, au même scénario. C'est un peu différent. Alors, c'est pas différent. Kabila n'a jamais dit qu'il allait changer la constitution. Vous allez nous en dire plus. Oui. Mais les velléités existaient. Bien évidemment. Alors, comment combattre les deux présidents dans leur velléité du changement des constitutions, sachant que chacun d'eux a un tempérament et une personnalité différente. Les tempéraments des gens ne comptent pas dans un état normal, dans une société très normale. important. Vous savez plus que moi que la personnalité influe sur la fonction même présidentielle. Non, mais attendez. Vrai ou faux? Non. La personnalité ne peut pas influencer la fonction présidentielle? Ça peut influencer les comportements d'un individu. Mais quand vous confrontez ce qu'il fait par rapport à la norme, il n'y a que deux possibilités. Soit il est délinquant, soit il est bon citoyen. Les délinquants, leur place, c'est la sanction, c'est la prison. On doit les écarter. C'est-à-dire que c'est que moi, je voudrais vous dire... Mais la norme existe. Allons maintenant. Non, mais effectivement... La norme existe. Par exemple, au Pessinga Moussala. Oui. Naza, on travaille pas au Pessinga Moussala. Oui. Et c'est Moussala en conformité, en accord avec les principes édictés. Voilà. C'est qu'on a personnalité nangai. Oui. Naza motoyo, na tosaka principe. Oui. À ce moment-là, ma personnalité... Oui. Quelque peu, je dirais, aristocrate, trop forte, oui. Ou je ne sais pas comment, mais met en porte-à-faux avec le principe. Oui. À ce moment-là, ma personnalité n'influence pas mes responsabilités. Non, ça influence votre comportement. Et même la fonction que j'occupe. Non, mais non, attendez. Vous savez, quand mon comportement est influencé et les gens qui sont sous ma coupe. Vous devenez délinquant, on doit vous sanctionner. Et pendant ce moment-là, est-ce que la fonction ne va pas en pâtir? Non, attendez. Effectivement, il y a une incidence quand vous êtes dirigé par des délinquants. Naturellement, il y a de l'incidence. Les délinquants ont généralement l'habitude d'outrepasser les limites. Voyez-vous? C'est pas pour rien qu'ils sont délinquants, ils sont voyous. Mais attention, dans la société, on confronte les actes par rapport à la norme. Quand vous confrontez les actes par rapport à la norme, il y a ce qu'on appelle les sanctions. Voyez-vous? Alors comment êtes-vous sûr de faire entendre raison à Tshisekedi? Non, mais moi, je n'ai rien à foutre. Pour qu'on rentre à ce respect de la norme. Non, je n'ai rien à foutre de son avis. Moi, je vous parle de la norme. S'il viole la norme, on va s'élever, on va lui rappeler la norme. C'est clair. Pourvu qu'il vous entende. Non, mais même s'il ne nous entend pas, on va le faire parce que la Constitution nous oblige à nous aussi de la respecter et de la défendre. Ce que moi je voudrais vous dire, c'est quoi? Vous voyez le saut d'humeur des individus, les sentiments des individus doivent être confrontés à la norme. Je vous donne juste un cas. Vous êtes en colère, ou quelqu'un est en colère, ou à cause de ses intérêts, a permis d'infliger la mort à quelqu'un, à une autre personne. Mais pourquoi a-t-il fui? Parce qu'il sait que l'acte qu'il vient de poser est contre la norme. Il a fui. Mais il a été interpellé aussi. Voyez-vous? C'est ça. C'est-à-dire que ne donnez pas l'impression comme s'il y a des dieux qui édictent les normes et qui peuvent le violer de manière systématique. Non. La norme existe pour tout le monde. Celui qui ne respecte pas la norme doit être sanctionné. Cependant, en violant la Constitution, en violant la norme, il tend toujours à assujettir, à dompter les autres structures ou les autres institutions qui ont été créées justement pour veiller au respect de la norme. Voilà pourquoi il y a des gens,
En entrant au pouvoir, ils veulent maîtriser la Cour constitutionnelle, ils veulent maîtriser la justice, ils veulent maîtriser l'armée, la police. D'où la question du rapport de force. Non, mais le rapport de force, les rapports de force dont vous faites allusion, c'est justement parce qu'il a des gens qui l'accompagnent dans ce sens-là. Mais par rapport à la société, il est en train de délinquer. Alors nous, en tant que citoyens, on doit rappeler ça. On ne va pas lui rappeler, non monsieur, soyez clément, quittez. Non, monsieur, vous devez partir. S'il veut s'imposer, il faudrait aussi appliquer proportionnellement à son comportement la force qu'il faut. On n'aura pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train d'idéaliser la scène ou la vie politique en RDC? Tshisekedi tient au changement de cette constitution. Parce qu'il est qui? Il tient à ce projet. Parce qu'il est qui? La preuve, c'est le renvoi à l'Assemblée nationale. Non, mais pour ça, examen. C'est la loi. Allez, ça, maintenant, oui. comment lui faire entendre et surtout comprendre que ça ne passera pas? Ça ne passera pas. Avec quel pouvoir? Non, mais avec quel moyen? Le pouvoir populaire. Le pouvoir populaire, la Constitution a tout prévu. La Constitution savait qu'un jour, on aura quelqu'un qui va entrer pratiquement dans cette forme de... Je vais vous ramener au fait. Tshisekedi tient à ces projets, j'insiste. Oui. Et à nos amis, vos ex-compères de la C64, est-ce d'abord le combat de cette coalition est-il légitime? Est-ce important? Oui, vous êtes là pour répondre à nos questions. Non, mais effectivement, je vous donne ma réponse. Est-ce important d'en parler? Oui, c'est important pour notre public. Non, mais le peuple a besoin de quoi? Le peuple a besoin des résultats. Voyez-vous? Le peuple a besoin des résultats. Parce que le peuple n'est pas condamné à être dans de classicos du genre FCC, Union Sacrée, C64 ou C61 ou C41. Et quand le résultat ne suit pas automatiquement, non, mais le combat devient légitime. Le peuple crée lui-même ses leaders. Le peuple crée lui-même le chemin. Parce que c'est le peuple qui en pâtit à chaque fois qu'il y a violation de la Constitution. À quel moment une cause, un combat peut être illégitime? Non, mais lorsque le combat n'est pas centré sur les intérêts de la population. La légitimité, c'est l'acceptation de la majorité de la population. C'est dans ça que serait la C64? Non, mais c'est une organisation qui a ses forces, ses points forts et ses points faibles. Voilà. Les points faibles seraient lesquels? Sont lesquels, par exemple? Je ne suis pas les juges, je crois qu'ils peuvent continuer leur combat. Voilà. Ouais. Je parle de cette coalition. Parce que vous faisiez partie. Fort malheureusement, oui. Allez, maintenant, dans cette coalition, Naninde Aza Force du Progrès, vous l'avez dit, dans votre poste. Est-ce important? Que malheureusement aujourd'hui, que même des gens respectables, gestion ou bien direction et organisation, et pas il y a force, il y a progrès. Moko, Ouazana C64. Force à progrès, Ouazana C64, Ezanani. Est-ce important? Ça, c'est mon passé. Oui, votre passé peut toujours vous rattraper. Non, mais effectivement. À n'importe quel moment. C'est mon passé. Je ne trouve plus l'opportunité d'en parler. Apparemment, je suis en train de faire la promotion des gens qui ne méritaient pas. Le problème, c'est des Kabound que vous parlerez. Vous citez déjà Vous le présentez comme force du progrès. Comme je ne l'ai pas cité et que vous le dites, je prends note. C'est bien lui la force du progrès dans cette coalition. Si vous le dites. Allez, maintenant, restons sur ce tableau. Tshisekedi semble être ouvert jusque-là, sauf preuve contraire, au dialogue. Oui. Il annonce depuis Libreville qu'il tiendra une adresse à la nation dans les tout prochains jours et cette communication viendra fixer les contours de ces dialogues tant entendus. Mais, entre-temps, il ne renonce pas à ses projets de changement de constitution. Il renvoie la loi sur le référendum à l'Assemblée nationale pour sa nouvelle délibération. Piqué au vif, la C64 revient à la charge en annonçant une nouvelle date de grandes manifestations, mobilisations à travers l'ensemble du pays. La date est connue, le 15 septembre. Tshisekedi fait preuve d'une certaine volonté, d'un certain esprit d'ouverture. En même temps, il ne renonce pas à ses projets. Et la C64
pour faire revenir le président congolais à la raison, reprend les activités de terrain. Est-ce le moyen dont se sert aujourd'hui cette coalition? Sont-ils des natures ou à même de faire plier le président congolais Félix Tshisekedi dans ce projet? C'est cela, je dis, le rapport de force. Bon, attention, il y a du bon, il y a de choses à rejeter dans tout ce qui peut se dire sur cette question-là. Mais je voudrais que nous ayons plutôt une autre approche. Tshisekedi veut convoquer les dialogues parce qu'il connaît la réalité actuelle et il sait que les gens le lui ont demandé. Voyez-vous, il a besoin d'un dialogue. Lui aussi, il a besoin d'un dialogue. Considérez Tshisekedi comme un malade. Quelqu'un qui a besoin d'un médecin. Parce que le pays est bloqué. La société est grippée. C'est difficile de continuer ainsi. Parce que si vous regardez la configuration mondiale actuelle, Tshisekedi n'a pas d'alliés. Il n'a pas d'alliés. Les États-Unis? Ce n'est pas un allié de Tshisekedi. Ce n'est pas un allié de Tshisekedi, c'est un partenaire économique de l'État. Je parle de Tshisekedi. Il n'a pas d'alliés. Voyez-vous, il n'a pas d'alliés. Et notre ami du Congo d'en face? Non, le Congo-Brazza n'est pas allié à Tshisekedi. Le Congo-Brazza protège ses intérêts parce que s'il y a crépitement des balles ici, il y aura des retombées là-bas. Mais au-delà de ça, le Congo-Brazza a aussi des enjeux par rapport au corridor sud-est. Le président burundais? Le président burundais n'est plus allié à Tshisekedi parce qu'il y a des torchons qui brûlent chez lui aussi. Il était allié, mais il veut maintenant se désengager parce qu'il a connu beaucoup de pertes. Tshisekedi n'a pas d'allié. Pas seulement par rapport à la guerre, mais par rapport à toutes les questions. Il a créé de problèmes à tout le monde. Tout le monde, sans exception. Même ses alliés internes. Il a des problèmes avec tout le monde. Dans ce contexte-là, il y a des éventualités. Soit on extirpe l'élément malicieux, soit on essaie de s'accommoder et d'essayer de réajuster un peu. Les dialogues, c'est les réajustements dont on fait allusion. Soit il part, on le fait partir par tous les moyens, ou soit il reste et il négocie son départ. Ce sont là des réalités. Alors, il veut dialoguer. Mais en dialoguant, il ne peut pas venir sans rien. Il a besoin d'avoir un cahier de charges. Ce qui pourra éventuellement l'aider à négocier. Lui, il amène la Constitution. Vous amenez vos intérêts pour accéder au poste. D'autres vont amener pour revenir au pays. D'autres encore pour avoir des élections. Qui tombe dans le piège de l'autre? Entre la C64 et le Tshisekedi, qui est le plus cohérent? Personne n'est cohérent. Non, par rapport à l'agenda politique. Personne. Je vous dis. Tshisekedi vous a dit qu'il voudrait changer la Constitution. Non, mais effectivement, mais quel est le rapport? Il voudrait avoir un dialogue à ces conditions. Oui. Et il va vers ces dialogues. Il n'aura pas les dialogues à ces conditions. Les éléments contraires ou qui peuvent lui être opposés ne sont toujours pas disponibles. Tshisekedi sait pertinemment bien qu'il n'aura pas les dialogues dans ces conditions. Il le sait. Donc, ni C64 ni Tshisekedi, personne n'est cohérent. Personne n'est cohérent. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans leur démarche. Je tiens à vous dire que Tshisekedi utilise la carte du changement de la Constitution pour négocier. La barre est haute. La Constitution. Si je ne peux pas changer la Constitution, alors garantissez-moi au moins le glissement. De combien d'années? Non, mais il peut avoir 2 ans, 3 ans. Son avantage, c'est que ceux qui le poussent à aller au dialogue, eux aussi ont besoin du glissement. Ma condition, de co-gérer ensemble. À n'importe quel prix. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, les gens ne sont pas sincères. Tels que nous sommes là. Si on demandait aujourd'hui à une frange de l'opposition d'aller au dialogue, d'avoir le poste, si on leur demandait d'organiser les élections en 2028, l'essentiel d'entre eux ne vont pas accepter. Donc, vous acceptez d'aller au dialogue tout en confisquant la souveraineté du peuple, mais pourvu qu'un individu soit détenu. Si on parlait de la souveraineté du peuple, on avait parlé du respect strict de la loi, de la Constitution. Mais si on veut aller dialoguer, c'est justement parce qu'on veut faire des adaptations. Ce sont des arrangements. Je dirais même que c'est de la compromission. Voilà, et il viole la loi, il viole la Constitution. S'il veut violer la Constitution, il doit la violer avec nous.
Si on ne mange pas, donc il n'a pas le droit de violer C'est la ce qui se dit dans le couloir ou c'est une invention propre à vous? Ce que je vous dis, vous pouvez les démontrer sur base de vos indicateurs à vous. Vérifiez. Donc Tshisekedi peut violer la Constitution. On peut autoriser à Tshisekedi de violer la Constitution. Ma condition est de le faire avec tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit, vous n'avez pas le droit de changer la Constitution. Si vous changez la Constitution, on va faire sortir la population dans la rue. Si vous voulez qu'on ne fasse pas sortir la population dans la rue, viens négocier avec nous. Ça veut dire quoi? Venez, on va parler de votre question, du changement de la Constitution lors du dialogue. Qui est cohérent dans ces démarches-là? On dit non, voilà, vous êtes extrémiste, il faut savoir... arrondir les angles. Arrondir les angles et tout ça. C'est ça la compromission. Alors, si c'est ça votre société, je n'en veux pas. Mais ce qui est vrai, il y a nécessité de dialoguer. Il y a nécessité de dialoguer. Vous êtes pour un dialogue? Non, le principe du dialogue, c'est bon. Mais quel genre de dialogue? Il y a nécessité de dialoguer. On ne peut pas avoir les élections sans arriver à avoir une loi électorale consensuelle. On ne peut pas avoir les élections sans que nous ayons une loi portant l'organisation et fonctionnement de la CENI consensuelle. Parce que, attention, la loi actuelle répartit le quota entre l'opposition, le pouvoir et la société civile. 6, 4, 5. En réalité, si on est dans une répartition linéaire, on devait avoir 5, 5, 5. Parce qu'il y en a 15. Ça demande à ce qu'il y ait effectivement un dialogue. Ça peut être un dialogue technique, ça dépend des gens. Il y a une autre donne, la question sécuritaire. Les gens veulent dialoguer. C'est-à-dire, nous avons tué, nous avons pris des armes, nous avons violé les lois. Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, alors venez dialoguer avec nous. En dialoguant, il faut nous amnistier, il ne faut plus nous poursuivre. Que les victimes, on s'en fout des victimes. L'essentiel, donnez-nous la protection de l'État pour que nous ne soyons pas poursuivis. Et on va partager le butin ensemble. On s'en fout du reste. C'est la compréhension de la plupart des acteurs politiques congolais. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est votre choix, ce n'est pas le mien. C'est votre choix. Tous ceux qui ont été victimes n'auront jamais justice dans ces pays. Et vous êtes dans quel schéma? Non, mais je vous dis, restons dans la norme. On vous taxe de tout. On vous colle le nom d'oiseau, on vous colle des étiquettes. Ouais, qui est véritablement Alain Bolodjoa? Non, mais Alain Bolodjoa, c'est... Il travaille, il roule c'est l'une des victimes de la mauvaise gouvernance de vous roulez ce pour pays. Qui? C'est l'une... Je roule pour moi-même et pour le peuple. Pour le pouvoir ou pour les réseaux obscurs? Non, mais attendez, c'est lui qui accepte de négocier avec le pouvoir pour se partager le pouvoir. Il roule pour le pouvoir. Mais c'est lui qui veut que la loi et la norme soient respectées en sanctionnant et le pouvoir et tous ceux qui ont posé des actes. Pensez-vous vraiment qu'un tel monsieur peut rouler pour le pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez votre départ des C64? Nullement. Je peux, même si j'étais membre, même tout ce que je pouvais encore quitter. Si vous me dites aujourd'hui que je suis encore membre, tout de suite là je quitte. Vous regrettez quand même d'y avoir adhéré? Non, j'ai appris beaucoup de choses. Je regrette, oui, mais j'ai appris beaucoup de choses. Sur quoi? Non, je ne suis pas tenu de les dire. Sur l'expérience politique, sur les hommes? Je ne suis pas tenu de les dire parce qu'il y a un principe de confidentialité. Vous êtes devenu réservé? Je ne suis pas réservé. Non, je ne suis pas réservé. J'ai dit ce que je pouvais dire. Mais pour l'instant, je ne peux pas toucher à tout. Ne pensez pas que si on avait des différends avant l'émission, je vais le dire ici. Vous voulez que je dise tout ce qu'on s'est dit au couloir? Oui, mais vous voulez que je dise tout ce qu'on s'est dit au couloir? Voilà. Donc il y a des choses que je ne suis pas obligé de dire. Et on comprend votre par posture. Discipline, par tout ça. Et c'est une posture d'homme d'État. On vous comprend parfaitement. Je disais que comprendre vaut mieux que faire taire. C'est comme ça on vous donne cette tribune pour comprendre comment notre pays se porte aujourd'hui. Mais la C64 ne lâche toujours pas prise, hein? La date du 15 septembre est maintenue. Pourquoi le 15 septembre? Mais en convoquant... Pourquoi le 15 septembre, d'après vous? Je vous pose la question. C'est moi qui pose la question. J'en sais rien. En convoquant de nouvelles manifestations des rues le 15 septembre, la C64, qu'est-ce qu'elle espère et à quel risque s'expose-t-elle? Bon, je ne suis plus membre. Voyez-vous? Vous êtes analyste politique. Effectivement. J'ai réfléchi. Vous avez une expérience. J'ai réfléchi comme quelqu'un qui n'a jamais connu la C64. D'accord. Voilà.
En politique, il y a des techniques, il y a des tactiques, il y a des stratégies. Vous pouvez être un vieux, un rodé en politique. Mais si vous ne savez pas faire des calculs politiques, vous pouvez tourner en rond. Peut-être accéder à la fonction. Mais vous ne deviendrez jamais un bon politicien. Je vous donne juste des faits. Vous organisez la première activité pour la défense de l'ordre constitutionnel. Deuxième activité pour la défense de l'ordre constitutionnel. Vous projetez la troisième activité pour la défense de l'ordre constitutionnel. Vous suspendez le processus, vous engagez pour une autre action. Quatrième action, défense de l'ordre constitutionnel. Comme vous n'avez pas atteint l'objectif, vous changez, vous réclamez les dialogues. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un problème d'incohérence. Comment ça? On est en politique. Tactique et stratégique. Je vous relance. S'il vous plaît, laissez-moi. On est en politique. Et lorsqu'on a un agenda, il y a toujours un plan A, un plan B qu'on poursuit. Non, mais le plan A... On ne peut pas y aller avec un seul plan. Non, mais le plan A, si c'était la défense de l'ordre constitutionnel, le plan B doit certainement être le dialogue. N'est-ce pas? Ok. Ce qui séduit le peuple, ce n'est pas les dialogues, c'est le respect de l'ordre constitutionnel. Les gens ne sont pas sortis dans la rue pour exiger le dialogue. Alors, vous arrivez à vous imposer, à gagner la confiance de la population. C'est-à-dire que vous avez maintenant là un capital politique. L'accompagnement de la population. Un actif précieux. Précieux. Paf, vous dites, si vous ne faites pas ça, si vous ne convoquez pas les dialogues en ayant telle date, vous allez voir, la personne n'a pas convoqué les dialogues. Et vous revenez, vous dites, voilà, maintenant là, on va convoquer la population pour sortir dans la rue afin de défendre votre plan A. Cela sous-entend que vous avez fauté dans votre stratégie. Aujourd'hui, Tshisekedi dit, je vais convoquer les dialogues. Mais votre ultimatum n'a plus rien à voir avec les dialogues, mais plutôt avec la loi. Il va vous offrir votre dialogue, il va obtenir sa loi. Qui a perdu? C'est vous. Vous devenez des accompagnateurs. Est-ce qu'ils en sont conscients? Non, cher ami. Vous savez, il y a des gens qui sont plébiscités grands. Juste parce que ce sont les faibles qui les apprécient. Mais le jour où ils seront confrontés à d'autres grands, ils sont insignifiants. Non, je ne suis pas grand. Non, ça c'est votre polémique à vous. Je tiens à vous dire, il y a un problème de logique. Il y a un problème de logique. Il y a un problème de logique. Allez consulter, même les féticheurs, si vous en connaissez. Personne ne va trouver la raison ou comprendre ce qui s'est fait. On embrasse tout, sans méthode, sans stratégie, sans tactique. In fine, Tshisekedi apparaît comme grand. En ces moments-là, vous avez fixé la date du 30 et du 15. Du 15. Si on convoque les dialogues, allez-vous encore marcher pour la loi? Je pose la question. Est-ce la goutte d'eau qui fait déborder les vases? Vous aviez vu, vous avez vu contradiction assez profonde bien avant. Exact. Le mal maintenant, c'est que, fort malheureusement, vous me poussez à en parler. Le mal maintenant, c'est que, dans ma petite expérience et dans le peu de connaissances que j'ai en management institutionnel, lorsque vous fixez mal vos objectifs et lorsque le mode de prise des décisions vont aux antipodes de ce que de la nature de l'organisation, la conséquence, vous pouvez dévier de votre objectif et croire être dans la normalité. Ce que moi j'avais constaté, c'est quoi? Il y a de contradictions en termes d'approche, en termes de fixation d'objectifs, des contradictions sur le plan opérationnel et stratégique. Et quand j'ai cherché à savoir le pourquoi les choses n'allaient pas, je me suis rendu compte que c'est le mode d'évolution, le mode de décision. J'ai soulevé la question. Attention, nous devons nous réorganiser. Parce qu'il y a tel élément, tel élément, tel élément. Et qu'est-ce que je constate? Il y a 5 rois mages et ce sont eux qui décident.
ils amènent ce qu'ils ont pris comme décision dans ce qu'on pourrait appeler la conférence des présidents. Mais dans la conférence des présidents, on passait du consensus au vote. Il n'y avait pas de débat? Non, il n'y avait pas un cadre. Ce ne sont pas des débats. Ce ne sont pas les débats. Attention, ce sont des discussions, ce ne sont pas des débats. Les débats, c'est-à-dire contradiction, et à la fin, il y a la lumière. Mais là, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire qu'on amène l'information. Voilà, nous allons voyager pour le Burundi. Vous allez voyager? Ah, et pourquoi voyager? Et tout ça. Non, monsieur, sortez. Vous ne pouvez pas continuer. Qui êtes-vous? Pourquoi vous voulez contredire? Les autres là, c'était... Non, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas dans la polémique. Je vous donne juste des éléments pour vous permettre de comprendre ce que j'ai dit. Je ne suis pas dans la polémique. Je n'ai pas ce temps-là. C'est pas la polémique inutile. On veut juste comprendre. Alors, écoutez, suivez d'abord. Allez-y. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Il reste. Ils disent aux autres, voilà, nous venons de vous soumettre. On doit aller au Burundi parce que nous serions conviés et tout ça. Même si tout le monde était contre, c'est ce qui allait se faire. Pourquoi? Ils avaient déjà acheté les billets. Ils avaient déjà fait des réservations. Parce que celui qui vient discuter avec vous pour lever l'option ne peut pas déjà agir préalablement. Vous avez déjà acheté les billets. Vous avez déjà tout prévu. Même si on discutait, vous n'allez pas annuler votre vol. Et ils ont tenu la discussion après avoir fait des réservations, après avoir tout fait. Par rapport à la date de l'invitation. Non, mais les gens voyageaient les mêmes jours. Donc, on suppose que l'invitation est venue bien avant. Mardi. Et la réunion... Le vendredi. Vendredi. Et la première personne à avoir voyagé, c'était le même jour là. Et les autres sont partis après. C'est-à-dire que c'était pas pour avoir votre... C'était juste pour vous donner l'information. Dans ce contexte-là, leurs erreurs vont peser sur toute l'organisation. Moi, j'étais pas là-bas, j'étais dans l'autre réunion. C'est quoi, pasi na yo ezake yo na kati ya réunion wana osuluba ke likambo olinga ko voyager yo ke ne pe na Burundi yango ba pesa kombo na yo yakite ndaishimi atinde invitation na yo te mais yo linga o remplacer nani parmi les cardinaux la 64 yo comment on les a quitté? Non, attendez. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, mais pas ce qui s'était réellement passé, ce qui s'était passé. Réellement, c'est comme s'il y avait une fausse vérité, une vraie vérité. Non, il n'y a qu'une seule vérité. Ce qui est vrai, pour moi, ce n'est pas une fierté d'être appelé par le président burundais. Parce que je le considère comme partie prenante à la crise. Je les classe parmi les alliés de Tshisekedi. Je l'ai classé parmi les alliés de Tshisekedi. Pour moi, non, mais il était allié, mais pour l'instant, il veut se détacher de ça. Okay. Je vous dis. Alors, nous étions partis traiter sur l'organisation de notre coalition de l'époque. C'était sur ça. Mais à titre d'information, on nous dira, voilà, nous allons voyager. Ils avaient l'intention d'annuler la marche. Je me suis opposé. Si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord, alors allons-y à la réunion avec tout le monde pour aller décider avec les autres. Mais ils avaient déjà pris la décision. Comment voulez-vous que je sois dans une réunion où les décisions sont déjà prises? Parce que si j'avais dit non dans la réunion restreinte, je pouvais aussi dire non dans l'autre réunion. Mais ils ont trouvé l'astuce. Ils ont éclaté leurs organisations respectives et ils ont imposé le mot de vote. Une organisation qui a 30 associations et partis politiques. Dans une autre, faisant partie d'une grande organisation avec 60 personnes qui doivent prendre la décision. Si déjà une organisation qui est favorable au voyage a 30 membres, pensez-vous vraiment que dans le vote, vous pouvez passer? La grande question, avons-nous gagné ou perdu? Parce que moi, j'étais contre. Les autres étaient pour. Pensez-vous vraiment que c'était un gain ou une perte? On a été déplumés. Reconnaissez que le peuple nous a trouvés moins sérieux. On a été déplumés. C'est-à-dire que quand je disais que, attention, ce n'était pas important. Et d'ailleurs, pourquoi partir à 5? Vous êtes membre d'une organisation. Le principe de la représentativité impose à ce que vous soyez représenté soit par une personne ou par deux. C'est ce que j'avais dit.
Pourquoi partez-vous tous? Parce qu'il y a des suspicions. Lesquelles? C'est-à-dire que pourquoi seulement Fayoulou? Parce qu'on avait invité, le protocole avait invité que 2 pays et deux personnes. Moïse Katumbi et Fayoulou. Pourquoi seulement vous? Non, non, non. Moi, je me méfie de l'autre là. Je dois être là. Mais pourquoi voulez-vous être là? Parce que justement, vous ne faites pas confiance. Non, dites-moi un peu, soyons sérieux. Une organisation qui a 5 personnes qui sont appelées à décider. S'il y a confiance mutuelle, pourquoi partir à 5? Vous pouvez aussi partir à 1 ou 2 personnes. Ah, tu as bon, allez, à Longwe, c'est 64, et Longwe na Owen. 64 Longwe est belé. Boy belé. Autant à Owen, mais Longwe est belé. Oui, c'est officiel. Il y a peu officiel, il y a un beaucoup de polémique. 13 personnes, Longwe est officiel. Il y a polémique caca. 13 personnes, Longwe autant à comme 13 personnes. 13 personnes, Longwe, oui. Bon. Mais Manuel Malango a été chassé. De la salle. Si, Longwe. C'est Kikou Nazaret quitte. Parti. Il s'est retiré aussi. Claudel Louba Nazaret. Jean-Claude Mbazaï quitte. Pour n'y a un problème. Longwe est belé. Bazaki est content par rapport à manque d'organisation. Ça, il y a Kango, toute une sortie médiatique. Oh, mais... Kango avec pompe té, le colayo. Maintenant, il y a des gens sont partis des C64, mais ils continuent à exister. Non, ils doivent continuer à exister. Mais Toyoki Netito assister la guerre à leadership, pour éviter si c'est le cas, vous allez nous le confirmer ou pas. Bah, toi, comme Koloba. Kebi Sunday, c'est 64. Oui. Toyoki pe mutumu, Batoualobi, que ce qui Fayoulou à Longwe, c'est 64 et Koufi. Le narratif est repris par les communicateurs pro-pouvoir. Stangoyo Zali Koyo Kaboy. Qu'est-ce que vous dites à votre fort intérieur? C'est ce que je disais, les gens n'avaient pas compris. Tout se passe par rapport à la typologie de l'organisation. Voyez-vous, si vous avez une organisation ponctuelle, il faut mener des opérations commando. Plus ça prend du temps, plus les faiblesses vont commencer à sortir. Je voudrais vous faire remarquer que les mauvais signes ont commencé les premiers jours. Peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte. Qu'est-ce qui fait que vous avez 5 personnes qui décident sans être choisies? Ils n'ont pas été choisis. Et qu'est-ce qui fait que parmi ces personnes, toutes ces personnes ont refusé de lire la première déclaration? Critères à qui dit? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Ce qui est ici, Fayoulou déclaration, et que Pimaloko a yenda leader. Si tu as ici Kaboun déclaration, si c'est comme ça, tout le monde a katia bato atanga. On se mettre Nicolas. Voilà, vous comprenez? C'est ce que j'avais dit. C'est ça les dangers. C'est ça les dangers. Et tout le monde veut dire à sa base que c'est lui qui est. Est-ce qu'il y a solo ce qui Fayoulou à Longwe, c'est 64 et Koufi? C'est 64 et Koufate. Mais c'est 64 et vous allez la force les anangote. Sachez-le très bien. Mon départ a déstabilisé. Le départ de Fayoulou va déstabiliser. C'est son cas de cause comme coquille vide. Pour ce que Tali pesant na ninga 4, na 4 à 64. Et là na batumi balé. Oyo soki balobi lelo balongwe. Et comme il n'a aucune force du progrès. Ba mi balé. Soki Moïse Katumbi abi na longwe, Fayoulou abi na longwe. Et qu'on n'a aucune force du progrès. C'est lui qui financerait la 64. Non, non, on cotisait. On continue. Nous avons que Mbongo pour Batubaya na city na marche pour pisa ki Mbongo pour Batubaya. Na lobby en côté. Ils ont compréhension à battre. Na lobby bozo lo balanga na pesa à cotisation té. Activité ni to sale c'est Mbongo. Bino pesa ka battre na Mbongo. Pour city au pesa Mbongo na nani. Kaibo to sale cotisation pour na nini. C'est ce que j'avais dit. Na habité que va pesa Mbongo, mais c'est qui est vrai. Vous aviez voulu dire que Batubayaka est un Mbongo. Non. Je voulais tout simplement vous dire, personne n'avait des raisons à me faire pression de payer des cotisations pour organiser la journée ville morte. La journée ville morte est Sengaki. Bana Congo Bobi Mateo Fanandako. On n'avait pas besoin d'argent. Le jour où on avait besoin d'argent, on avait cotisé. Et ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? Je ne suis pas pauvre. Mais na peine à pauvreté, ceux qui n'ont pas pauvre. Et là, comme ça,
des anciens voleurs, des anciens assassins, des anciens détourneurs, non, je suis de la rupture. C'est pas l'argent. On est à la fin. Je suis de la rupture. Bolo du accueil, frustration, mais on a pu être éclairé grâce à votre présence. Accueil, frustration. Yo, quand si Moutassa 5 ans la formation universitaire, à l'année 4 ans la autre formation, au Linga, au sa eloko aibi qui aussi mbaté andi marapo yo zanambongo. Naïb Sarabato. Si c'était question d'argent, j'allais être avec Kabila. Si c'était question d'argent, j'allais être avec Tshisekedi. Moi, j'ai fait 9 ans. Il y a ma formation. Pourquoi parler de vos diplômes? Non, comme si les autres et la diplôme, tes formation. Je respecte ce que je sais. Il y a un Zoloba. Formation crée mon identité. Je ne peux pas raisonner comme tout le monde. Je dois respecter le professeur avec le peu de connaissances que j'ai. Est-ce que je peux parler comme ça sans science? Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Le président annonce adresse à la nation. Quel président? Quel président? Il faut préciser. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut préciser. Pourquoi Tombolo? Fati Béton. Ranger. Yo nani okotele mata 64 comme kopanzana. Nanu to mo. C'est 64 déjà Tshisekedi. Oh. Ganzo ça. C'est 64 déjà Tshisekedi. Batu musune na ba comprendre te benga na yebi. Amba? Si. Ndimanga. Eza Tshisekedi. Tshisekedi atindaka mutu na ye bima kuna yaka kende kuna memelanga opposition. Ouais, est-ce que vous constatez balubiki yo lobaki ke oh eza bijou ngoya. Te bijou ngoya ya initiative à Kabila. Kabila. Dites-nous un peu la vérité. Quelle vérité? Par rapport à ces propos non mais attribués. Tu as vidéo casse. Tu as vidéo place ngana lobango. Ah, bien au moins na makambo ya ba réunion sacrée bazolo ba bilo na ba. Donc eza Kabila te dans Tshisekedi. Kabila n'est pas membre de C64. Mais il y a des gens qui sont des Tshisekedistes là-bas, qui servent Tshisekedi. Croyez-moi. Allez, on vous croit sur parole. Oui, croyez-moi. Maintenant, il y a des gens de la force. L'adresse, nani force à Pokéwana. Comme on a une nani, on a la C64. Na posé une question. Caractéristique na bango accoutrement na bango zande. Coiffure na bango zande. Lukaga coiffure au moins. Hein? Mettez-nous un peu la photo des cardinaux de la 64 et on va en tout cas nous mettre se mettre à l'évidence avec les internautes. S'il y a des photos de cardinaux de la 64, on peut nous le lancer rapidement. Mais quand il sera question de l'adresse, à quoi pouvons-nous nous attendre? Avec Tshisekedi? Oui. Et là, la récitation n'est pas message. Tu vas comme il après, il va dire la même chose. Allez, beaucoup de ces émissions, tu es comme une souka. Tiens, tu as ces émissions, tu as besoin de la réponse. Alors, la récitation, tout ça, après, na souka, l'obika, oui, à l'oba, au bout, mais sans qu'on l'oba. Ce qu'on va dire, a déclaré, à l'obika, il dialogue. Comme on est au long, il te présenté, car Tshisekedi avait besoin de ces dialogues. Mais il a besoin de se créer des alliés à Kinshasa. Il faut comprendre. Tshisekedi a besoin de se créer des alliés à Kinshasa. Il est dans la même logique que Kabila. Parce que dialogue, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il a sali consultation, concertation, a béni quelques opposants, a côté un bloc a sali deuxième dialogue avec Ojo, a béni bango balié, après bango sangani pour kende kosala débat contre Tshisekedi. Après Tshisekedi peut aller moyennant quelque chose, a zui bango nyonso, après a sali glissement à 2 ans, après le mois qui. C'est ce que Tshisekedi veut faire. Qui vivra verra. On est arrivé à la mission. À la fin de l'émission, merci Alain Bolodjoa d'être venu, surtout d'avoir répondu à nos questions sans montage, sans filtre, sans tabou avec vous. On a beaucoup et suffisamment même été éclairé grâce à vos réponses. Si Tshisekedi convoque les dialogues, la fameuse marche à l'équin les a annulés. Alors qu'ils ont convoqué pour le respect de l'ordre constitutionnel. Mais dialogue, est robot mango. Est-ce qu'il gagne en crédibilité? Yo tu na crédibilité na bango epana nga. Siko makambo ya Kabila balobi pe makambo ya mafinga
Maman première dame. Asaïd. Ba fingi na TikTok. Ma bé ma casse. Il faut ba kanga TikTok. Après ba fingi. Ce koyo ma kalisano zanini. Moi je condamne. Un mot. Je condamne ma maman coup ba finga. Ba finga moi si nanga ba menacer de viol. Mutakanga TikTok à date. Je condamne. C'est une femme, c'est la femme d'autrui et on doit la respecter. Et elle doit tout faire pour se faire respecter aussi. Hein, il faut enlever les déchets, tout ce qu'il y a comme entourage à Mabé. Et deux fois, il faut donner une orientation à sa vie. Vous n'avez jamais voulu lier nos épouses à la vie politique? Jamais. Et ça, c'est votre éducation, votre ligne. Mais parce que je ne suis pas tshisekéliste. Parce que vous n'êtes pas de la force du progrès. Je ne suis pas tshisekéliste. Je ne suis pas issu de cette mauvaise politique-là. Chilomba et la force du progrès, ils ont association intellectuelle, il y a université. Au Batangaka, tout ça, ils allaient. Dans les sens égalien, mais IDP, c'est ça, Boété. Et ça, va couler. Allez, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve avec le même plaisir. Pensez nous revenir dès que possible à la prochaine occasion. Merci. Merci à vous tous qui nous avez regardé. Si vous avez aimé le contenu, eh bien, le pouce bleu et l'abonnement, c'est ce qui fait la chaîne. Je vous retrouve avec la même dose de plaisir pour un autre numéro. Si pas moi, vous allez retrouver la présentation de Zeta Sabata.